Je vais vous résumer ce livre, Les combinaisons alimentaires et votre santé. Alors un petit livre d'un peu plus de 120 pages, écrit maintenant il y a déjà longtemps, 1968. Alors dans l'introduction, au dos, on peut lire des choses comme le docteur Shelton va faire en sorte dans ce petit livre, avec un minimum de données techniques, donc des choses faciles, abordables, d'aborder la digestion. Bien digérer, alors on verra la dualité d'ailleurs, bien digérer pour éviter les désagréments, mais surtout bien digérer pour avoir une bonne assimilation et en final aller à l'essentiel de la nourriture, c'est à savoir nous nourrir et nous apporter des nutriments. Et ça, c'est fondamental. Donc, dans l'introduction, sur l'arrière du livre, il dit souffrez-vous de troubles digestifs, d'allergies, d'acidité, de ballonnement, de digestion difficile, de constipation. Votre poids est-il excessif? Donc voilà le programme de ce petit livre que je vais maintenant résumer. Il est assez facile à lire, bien que n'ayant pas d'illustration, c'est surtout du texte. Et du coup, il faut savoir que le docteur Shelton, en 1951, a effectivement commencé à publier ce genre d'informations avec une volonté forte de pouvoir expliquer en fait la digestion et comment on fonctionne. Donc dans ce livre, il va par exemple commencer par classifier les aliments. Parce que c'est vrai que on parle des protéines. Déjà là, il y a vraiment des confusions parce que certains associent ça à la viande, voire à la viande des gros animaux. Donc les protéines, il va bien expliquer qu'effectivement, au-delà de la viande, des œufs, du lait, des poissons, on va aussi trouver des graines et des noix, avec les amandes, les noisettes, etc. et des légumineuses aussi. Donc les protéines sont présentes dans différents aliments quand même. Donc, tout dépend de la proportion dans un repas, mais avec la liste qu'il fait, on est plus clair sur ce point déjà. Après, les hydrates de carbone, autrement appelés glucides, parce que quand on parle de ces aliments-là, de ces éléments-là, des fois les noms sont différents. Et là-dedans, il va par exemple bien décomposer tout ce qui est amidon ou farineux, avec les arachides, des céréales, des châtaignes, etc. Les amidons légers, la partie plutôt sucre, avec tout ce qui est sucre blanc, les sirops d'érable, et puis la partie fruits. Tout ça, c'est la catégorie des glucides. Donc il fait bien les distinctions pour qu'on puisse s'y retrouver. Après, il parle des graisses, bien sûr, donc des lipides, en passant par les avocats, les graines de tournesol, par exemple, aussi, qui sont très grasses, le lard, etc. Après, il sépare bien ce qui est fruits acides, comme ananas, orange, pamplemousse, avec les fruits mi-acides. On verra plus tard qu'il y a une classification, une importance dans la dissociation au niveau des repas. Et puis enfin, les légumes verts non farineux. Donc c'est là où on trouve la plus grande quantité d'aliments en fait, passant par les poireaux, le cresson, le céleri, les betteraves, etc. Et puis il met à part les melons et les pastèques, puisqu'effectivement cette catégorie, il va bien expliquer qu'ils se prennent à part. Ils n'ont besoin de passer très peu de temps dans l'estomac et doivent être consommés à part, éloignés d'un repas. Alors éloignés pas tant que ça, en gros une demi-heure peut suffire en les prenant avant un repas, mais il faut mieux qu'ils soient séparés pour faciliter leur digestion. Alors justement, la digestion. Il a tout un chapitre sur la digestion, des explications simples sur, au final, qu'est-ce qu'une enzyme qui va participer à la digestion et comment fonctionne, par exemple, le début de la digestion dans la bouche, avec la thyaline qui, elle, va être consacrée à la digestion des amidons. Au passage, il détaille bien, dans la bouche, on va commencer à passer cet amidon en maltose, qui est encore un sucre complexe, qui lui sera retravaillé dans l'intestin par la maltase pour arriver à un sucre simple. Et c'est seulement à ce moment que ce sucre simple pourra être assimilé. Si on reste au stade du sucre complexe, il ne pourra pas être assimilé. Au pire, elle repartira comme il est venu, et en général, c'est plutôt des fermentations qui vont s'en suivre, avec beaucoup de désagréments à la fois physiques, mais des désagréments aussi qui peuvent aller plus loin en créant des porosités intestinales ou autres, par
par la pression des gaz. Il parle après de l'enzyme au niveau de l'estomac, la pepsine. Au passage, c'est l'acide chlorhydrique qui fait que cette enzyme est activée. Ce n'est pas l'acide chlorhydrique en elle-même qui fait la digestion. Donc trois sucs gastriques, le suc gastrique de l'estomac contient trois enzymes, la pepsine pour les protéines, la lipase qui a une légère action sur les graisses, et la présure pour coaguler le lait. Ce qui est important aussi, il explique que, par exemple, la pepsine, si on prend des aliments glacés, elle va être complètement ralentie, voire stoppée dans sa fonction. Par ailleurs, l'alcool aussi précipite cette enzyme, donc va la rendre inopérationnelle pour décomposer les protéines. Donc le flot de salive est adapté en fonction des aliments bien en bouche. Ça c'est important aussi en finale, et c'est là où on trouve un début d'explication sur le fait de dissocier. Plus on mélange, plus notre système est perturbé, puisqu'en final la salive s'adapte à ce qui est mis en bouche. Donc plus on a des aliments bruts séparés, plus c'est simple pour nous de digérer et d'assimiler. Après, un chapitre sur les combinaisons des aliments. Donc là, il rentre bien dans les détails, en parlant par exemple de l'acide et de l'amidon. Et ben, en finale, la ptyaline, dont on parlait tout à l'heure, va être arrêtée, stoppée par des éléments acides. Donc effectivement, c'est à prendre en compte dans le sens où si cet amidon sera mal digéré et stoppé par un aliment acide, on va produire des fermentations. Après, il parle des protéines et des amidons. Il dit par exemple que 0,03% d'acide chlorhydrique suffit à stopper l'action de la ptyaline. Donc pareil, le mélange protéines-amidon peut apprendre à des repas différents en fait. Donc des protéines à un repas et des hydrates de carbone à un autre repas. Ça, ce sont les situations idéales. Protéines, là aussi, en final, les sucs digestifs s'adaptent au type de protéines et il conseille donc de prendre qu'un type de protéines par repas. La catégorie acide-protéines, je ne vais pas tous vous les citer, mais en fait, il fait bien toutes les explications pour comprendre après les tableaux de combinaison alimentaire. Il parle du lait aussi, où clairement, en gros, il dit que ça se combine très peu avec tous les aliments. Arrivé dans l'estomac, le lait se transforme en grumeaux en fait, pour pouvoir commencer à être digéré. Et ces grumeaux ont tendance à enrober les autres aliments et donc du coup vont fortement limiter leur digestion. Les desserts, en final, les desserts, puisque c'est un produit sucré qui arrive à la fin, ils se combinent avec aucun aliment, puisque c'est quasi classique, la fermentation aura lieu. Donc sa conclusion, c'est délaisser les desserts. En tout cas, ça se reporte vers 17h pour le goûter, entre guillemets, en tant que repas isolé au final. Alors, après, il explique la digestion normale, comment doit se passer la digestion. Il faut savoir que les protéines, en général, vont avoir tendance à entrer en putréfaction dans le gros intestin. C'est quelque chose d'assez constant et classique. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser la digestion des protéines. Parce qu'à la base, ces putréfactions vont avoir tendance à détruire les acides aminés qui vont en fait être issus des décompositions des protéines. C'est quand même ça la base, les briques de notre construction par la suite. C'est quand même dommage que une mauvaise digestion des protéines par des putréfactions arrive à détruire ces acides aminés. Mais surtout, on va avoir production de poisons. Donc il cite pas mal de produits comme l'indole, le phénol, des acides, etc. Et ces poisons, eux, vont pouvoir passer dans le milieu intérieur et avoir des effets délétères. Donc effectivement, cette situation n'est pas normale, peuvent être responsables aussi de mauvaise haleine, de putréfaction gastro-intestinale et avec du coup des odeurs diverses et variées. Enfin voilà, donc il est essentiel de pouvoir maîtriser cette digestion.
Il y a aussi une partie sur le fait qu'il n'est pas utile de se suralimenter, qu'il est préférable de ne pas manger en état de fatigue, d'éviter aussi de manger quand on a un corps trop froid ou trop chaud, quand on est dans la douleur, ou qu'on subit une inflammation, quand on n'a pas faim, quand on est victime d'anxiété ou de peur. Bref, tout ça, ça favorise une mauvaise décomposition des aliments. Les repas de protéines. Donc après, il va aborder, en final, puisqu'il dissocie les choses, si on fait un repas de protéines, qu'est-ce qu'on peut prendre avec? Donc bien sûr, il va citer par exemple tout ce qui est légumes. L'idée des repas équilibrés, puisque forcément, quand on commence à dire on va séparer les choses, on va tout de suite se dire c'est pas équilibré. C'est très clair que le fait de manger équilibré, c'est pas au cours d'un même repas. C'est sur différents repas de la journée, voire de plusieurs journées. Ça, c'est un sujet important, puisqu'on a toujours en tête qu'il faut varier, donc on va avoir tendance à mettre plein d'aliments dans un même repas, ce qui part d'un bon principe, mais qui, hélas, n'est pas la solution optimale pour nous apporter les éléments nécessaires. Donc, dans son chapitre sur les protéines, il dit évidemment qu'on a tendance à exagérer les besoins d'aliments protéiques. Voir ma vidéo sur l'enquête Campbell avec clairement un chiffre à hauteur de 10% qui dit bien que les protéines, il faut y aller doucement. En face, si c'est trop, c'est entre autres cancer et autres gros soucis de santé. Les graisses. Donc les graisses, en final, sont pas forcément, on va dire, un problème d'association alimentaire. Par contre, là, ce qu'il faut être conscient, c'est que on le retarde la digestion, parce qu'en final, la graisse entoure les aliments et va avoir tendance, bien sûr, à limiter l'action des enzymes. En général, on retarde de 2 heures la digestion avec le fait de rajouter des graisses et des protéines. Au passage, les sardines à l'huile, qui sont quand même des protéines frites dans l'huile et remis dans l'huile, en gros, c'est 8 heures de digestion. À prendre en compte aussi. Donc, il dit qu'effectivement, il vaut mieux éviter les graisses avec nos protéines, surtout quand on est dans des viandes qui ont déjà du gras. Donc, tout un chapitre dans cette partie-là où il va donner des idées de ce qu'on peut manger avec des protéines. Donc, des petits tableaux où on va retrouver, par exemple, des oignons cuits à la vapeur, des bêtes. Voilà, ça donne des idées, mais je pense qu'il est utile à travers ce livre de retenir les principes et d'être capable après de les appliquer assez simplement. Une autre partie sur les repas d'amidon. Donc effectivement, on est dans le cas où on prend un repas amidonné. Donc là, pareil, on va essayer de garder un seul amidon par repas, puisque là encore, on est face à des principes digestifs qui vont s'adapter en fonction des types d'amidon. Et l'amidon, pour mémoire, doit être bien assalivé au niveau de la bouche. Donc le fait de mastiquer, on dit 20 fois, on dit 40 fois, bon, ça donne des grandes idées, mais le fait de bien mastiquer est fondamental, puisque la digestion commence vraiment dans la bouche, et la décomposition d'éléments plus petits démarre aussi à travers la mastication. Au passage, il parle du fait de boire en mangeant. Donc, boire de l'eau au repas affaiblit l'action de la salive sur les amidons, depuis la bouche jusque dans l'estomac. Ce qui paraît assez logique, mais là encore, en buvant pendant les repas, on limite fortement l'action de tous ces enzymes qui vont avoir tendance à être chassés en finale de l'estomac et à se retrouver dans des milieux qui ne sont pas adaptés pour la digestion. Donc il conseille de boire 15 minutes avant les repas. On évitera de diluer les sucs digestifs. Les repas de fruits. Donc en général, si les fruits sont mangés sans autre aliment, on n'a pas de troubles digestifs. Donc il conseille de manger les fruits à part, donc par exemple au petit déjeuner, où là, par exception, on pourrait ajouter un produit laitier avec ces fruits. La digestion, en termes de combinaison alimentaire, la digestion sera correcte. Et par ailleurs, il faut préférer séparer les fruits doux, donc sucrés,
à les séparer des fruits fortement acides, pour éviter les problèmes digestifs. Il a tout un chapitre sur la préparation des menus, donc là encore, c'est pour donner des idées avec des menus de printemps et d'été. Par exemple, le matin, des pommes, le midi, mâche, endives, choux de Bruxelles, et le soir, scaroles, fenouil, poireaux, noisettes. On est sur un repas là, végétal. Il y en a d'autres avec des repas où il y a des œufs, du fromage blanc, ou des viandes, ou du poisson. Alors, le remède à l'indigestion, encore un chapitre. En final, quoi faire quand on est dans des cas d'indigestion? On peut s'en douter, mais sa préconisation, c'est quand même... le docteur Shelton reste un hygiéniste, donc il parle bien sûr du repos physiologique, avec le fait de jeûner, le fait de sauter un repas. Quelque part, comme il dit, les excès c'est la vie, et puis c'est nécessaire aussi, donc après un repas lourd, très difficile à digérer, le mieux c'est de dire ok, je passe mon tour. Ça paraît un principe simple, on va manquer de rien, on ne sera pas en hypoglycémie, et c'est une solution simple à l'indigestion. Donc voilà, on est dans l'hygiénisme, donc on est sur des principes, on rajoute rien et on essaie de comprendre les causes des soucis, et on va adapter les choses par des principes. Donc là, il cite pas mal de principes, je vais vous en citer quelques-uns. Ne manger que si on a vraiment faim. Et ne jamais manger à satiété, comme par exemple la culture japonaise, est complètement centrée là-dessus. Ne pas confondre faim et appétit. Effectivement, à un moment donné, si on a très faim, si du coup on ne mastique pas assez, comme il dit, évitons de considérer notre estomac comme une poubelle. Important, la sensation de faim n'est pas localisée dans l'estomac. Un ventre qui gargouille, tout le monde va dire « ça y est, j'ai faim ». Au final, ce sont d'autres principes qui se déroulent dans la partie absorption. La sensation de faim est localisée au niveau du nez, au niveau olfactif, au niveau de la bouche et de la gorge. Pensez-y la prochaine fois, c'est souvent là-dessus, je pense qu'on se trompe. Bien sûr, il dit que la faim ne réclame pas une grande quantité de nourriture, mais de la qualité. Chercher la variété. Donc ça, c'est un sujet assez fondamental aussi. Et donc la variété, pas au cours d'un même repas, bien sûr, sinon on n'est plus dans le cadre des combinaisons alimentaires adaptées. Mais la variété au long de la journée, au long de la semaine, au long des saisons, c'est fondamental. Il insiste beaucoup là-dessus, et je pense qu'en hygiénisme, on est beaucoup centré là-dessus. Les amandes, c'est bon, en manger tous les jours apportera des inconvénients. Bon, il parle de la nourriture idéale de l'homme, qui est fait de fruits frais, de noix diverses, avec des pousses vertes et des racines. Et comme il dit, et c'est tout. Donc le grand sujet, ce sont les protéines animales. Est-ce que les singes anthropoïdes mangeaient des protéines animales ou pas? C'est un grand débat, et en termes de résumé du livre, on s'arrête là. Mais voilà, le cadre reste assez végétal. Donc, les crises de détox, effectivement, ça aussi c'est un sujet classique qu'on entend très souvent, mais forcément, si d'un seul coup on passe de repas classiques, entrée, plat, dessert, fromage au milieu, avec du vin, etc., à des repas dissociés, à des repas qui respectent les combinaisons alimentaires, il se peut qu'on observe des phénomènes divers et variés, avec entre autres ce qu'on appelle les crises de détoxination. Ça peut être des maux de tête, ça peut être tout un tas de choses. Ce qui est dit ici, c'est qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Ce sont des choses classiques, normales, qui peuvent durer quelques jours, quelques semaines. Et sincèrement, ça vaut le coup d'aller au-delà pour voir après son propre ressenti. Dans la suite des principes, un point qui effectivement... ce qu'il dit, c'est que voilà, ceux qui adoptent intégralement le mode de vie hygiéniste, donc ça va au-delà des combinaisons alimentaires, en général ont l'air maigres. Au final, ce qu'il dit, c'est que c'est un indice de vitalité. Effectivement, par ailleurs, les centenaires, on n'a jamais vu des centenaires très très gros, ils sont en général assez maigres. Bon voilà, c'est pour dire qu'effectivement, en allant trop loin, en allant jusqu'au bout de ça,
peut se retrouver à des poids, on va dire, pour lesquels on est adapté. Donc dans notre ère, notre époque actuelle, où on préfère les gens plutôt ronds, bien portants, comme on dit, bons vivants, un inconvénient, c'est qu'on peut avoir l'air maigre. Alors bien sûr, tout ça, ça se gère. Après, à chacun de faire ses essais et de ressentir tout ça. Par ailleurs, les personnes amaigries qui ont des problèmes de prise de poids retrouvent la possibilité de prendre du poids. Tout simplement parce qu'une bonne digestion avec des éléments qui vont être disponibles vont provoquer une meilleure assimilation au niveau intestinal et on va pouvoir profiter des nutriments plutôt qu'ils repartent à la nature. Par ailleurs, il dit que 2 repas constituent sans doute la perfection. Bon, c'est-à-dire qu'on se retrouve plutôt avec un repas le midi, un repas le soir. Bon, il dit aussi que 3 repas est aussi efficace avec par exemple des fruits le matin. Donc les verdures, par ailleurs, contiennent des sources de vie complémentaires et ce qu'il dit, c'est qu'on devrait en manger abondamment au moins une fois par jour et que 2 serait mieux. Et par ailleurs, les salades et les légumes crus doivent constituer 2/3 ou 3/4 en poids d'un repas. Voilà, donc très centré, crudité dans ce qui est expliqué dans son livre. Après, il conclut en disant ne jamais perdre en vue le résultat final qui est le rajeunissement. Pas moins que ça. Avec effectivement la citation du docteur Carrel qui dit non pas tant ajouter des années à la vie, mais plutôt ajouter de la vie aux années. D'ailleurs, une petite citation aussi à la fin de ce livre que je vais vous lire de Molière. Il ne faut pas que demeurer en repos, la nature d'elle-même, quand nous pouvons la laisser faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout, et presque tous les hommes meurent de leur remède et non de leur maladie. Voilà pour ça. Après, par exemple, ici, je vous mets un petit schéma qu'on peut trouver facilement sur Internet. C'est vrai que la compréhension nous permet de comprendre ce genre de schéma, puisqu'on peut voir effectivement que les légumes sont compatibles avec tout, que les fruits se mangent à part, on peut les rajouter avec des yaourts ou des petits suisses, et qu'en rouge, on va retrouver toutes les combinaisons à éviter. Après, sincèrement, ma conclusion de tout ça, c'est que ce qui est vraiment bien, c'est de s'observer en final. On observe son transit, ballonnement ou pas, son énergie, son humeur aussi. Et sincèrement, aller dans ce principe-là, je fais un repas vraiment différent, je fais comme ils disent pour voir, et puis j'observe ce qui se passe. Franchement, ça vaut le coup. Par exemple, observez aussi comment sont vos nuits. Vous pouvez utiliser des applications sur smartphone qui enregistrent vos nuits et regardez entre des gros repas compliqués et des repas très légers, regardez la différence sur vos nuits, sur vos ronflements aussi. C'est surprenant. Je fais l'expérience, franchement, c'est très intéressant. Ça va au-delà de la théorie, quelque part, tous ces savoirs, là, c'est bien, mais la connaissance qu'on va pouvoir intégrer en regardant vraiment ce qui se passe en nous, c'est tout simplement génial, parce qu'on va à la fois ressentir les choses et pouvoir aussi les mesurer, les constater, quoi. Et limiter tous ces toxiques qui, en final, nous font du mal. Et ça met du temps avant de se transformer en maladie ou en maux qui, au final, vont nous faire dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, en plus je mange bio, on a l'impression de bien faire. Et par exemple, on est peut-être face à cette problématique. Donc pour nos repas, en conclusion, le simple est le meilleur, et le repos et le calme est de rigueur. Je trouve ces petites phrases du coup assez sympas. Voilà pour ce résumé.